Révocation des 4 officiers supérieurs des FARDC reprochés d'être des mèches avec l'ennemi de la paix dans l'est du pays. C'est sur ordonnance lue sur les antennes de la chaîne nationale que le chef de l'État a pris cette décision. Loi électorale, la commission PAJ a semblé vouloir remettre en question l'option sur la suppression du seuil de représentativité au profit du seuil de recevabilité. Vous suivrez dans ce journal l'analyse de Télé 50. Le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, convie tous les professionnels des médias à une grande rencontre ce samedi à 10h à la salle polyvalente Cercle de développement solidaire à Cabinda. Objectif, faire un état de lieu général de la presse de la capitale. Le point sur l'actualité, bienvenue sur Télé 50. Félix Tshisekedi a révoqué 4 officiers supérieurs des FARDC, à savoir le lieutenant-colonel Kabibi Moutouare, le major Sido Bizimungu alias America, le major Aruna Bouvik et le major Mundande Kitambala. Cette décision prise sur proposition du gouvernement après avoir entendu le Conseil supérieur de la défense et contenue dans l'ordonnance signée le 26 mai dernier et lue ce jeudi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. D'après certaines sources, ces officiers seraient reprochés d'être des mèches avec l'ennemi de la paix dans l'est du pays. Direction l'Assemblée nationale, la commission politique, administrative et judiciaire a déposé son rapport sur la proposition de loi électorale au bureau de la Chambre basse du Parlement. Ce rapport de la PAJ que la rédaction de Télé 50 a pu consulter apporte quelques ajustements à la proposition de loi modifiant la loi électorale initiée par les députés membres du G13. La commission PAJ a semblé vouloir remettre en question l'option de la suppression du seuil de représentativité au profit du seuil de recevabilité. Plus de détails dans cet élément. Avec plus de 6 jours de retard, la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale a déposé son rapport sur la proposition de loi modifiant la loi électorale. C'est un document de 19 pages qui reste dans la droite ligne des options levées par la plénière de l'Assemblée nationale, déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement. Le rapport de la commission PAJ que Télé 50 a pu consulter apporte néanmoins quelques ajustements à la proposition de loi modifiant la loi électorale initiée par les députés membres du G13. La mission de procéder à l'examen approfondi de cette initiative législative lui a été accordée depuis le 12 mai par la plénière. À son tour, la commission PAJ a examiné de fond en comble les 64 articles visés par la modification de la loi électorale. Les dispositions qu'elle a amendées et maintenues sont reprises dans une nouvelle proposition de loi. Concrètement, la PAJ n'a retenu textuellement que 2 sur 64 articles soutenus à la modification par le G13. 41 autres articles ont été rejetés et 26 adoptés moyennant amendement. Elle a également ajouté une nouvelle disposition, l'article 3 bis, fixant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi électorale à la date de sa promulgation. La PAJ a aussi amendé l'article 64 non visé par la proposition du G13 afin d'y ajouter le Conseil d'État parmi les juridictions appelées à proclamer les résultats définitifs des élections et limiter impérativement les délais de contentieux des résultats. Fin de la session d'avril au Conseil économique et social, le président de cette institution, Jean-Pierre Kiwokana, a retracé les thématiques qui ont été abordées au cours de la session. Toutes ces thématiques s'inscrivent dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais. En sa qualité de président du Conseil économique et social, le président Jean-Pierre Kiwokana a procédé à la clôture de la session d'avril, ouverte depuis le 1er avril 2022, et ce conformément à l'article 20 de la loi organique du 30 octobre 2013 organisant le fonctionnement du Conseil économique et social. 5 thématiques ont été débattues au cours de la session: de la redynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'actionnariat, le service national, un centre de formation en entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs, la problématique des enfants en rupture familiale et sociale, en passant par l'intégration des réseaux de transport route
aux voies ferrées pour une meilleure distribution de produits sur les territoires nationaux et pour chuter par l'insécurité en République démocratique du Congo et son impact sur le plan socio-économique qu'a des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mis à part les débats sur les avis présentés en plénière, le Conseil économique et social a réalisé ou participé à d'autres activités sur place et à l'étranger. Ainsi, à la suite d'un avis produit à la session d'octobre 2020 sur la nécessité pour la RDC d'élaborer des mécanismes efficaces de gestion de l'eau qui est à la fois un bien économique et social. Le Conseil est revenu sur la question en organisant un atelier qui a réuni différentes parties prenantes. La clôture de la session d'avril ouvre la voie à la période de l'intersaison qui constitue généralement un moment des vacances pour l'Assemblée. Mais cela n'est pas forcément le cas pour les conseillers de la République qui, conformément à la mission légale de cette institution, sont appelés, dans leur environnement professionnel de provenance, à une constante activité d'éveil sur la marche économique et sociale de la République et de faire rapport. Je le disais en titre, le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, convie tous les professionnels des médias à une grande rencontre ce samedi à 10h à la salle polyvalente Cercle de développement solidaire à Cabinda, en ce moment où la corporation est secouée par plusieurs activités. Le président de Kinshasa tient à faire un état des lieux avec toute la presse de la capitale, mais aussi mobiliser les journalistes par rapport à l'agression du pays. Également inscrit à l'ordre du jour la problématique de l'actualisation de l'annuaire électronique de l'UNPC Kinshasa. Après le bras de fer sur le prix des billets d'avion, puis des produits pétroliers, les violons ne s'accordent plus entre le patronat congolais et le gouvernement. Cette fois, dans le secteur de télécommunications, la FEC a dénoncé une manœuvre tendant à ressusciter la taxe RAM avant que la RPTC ne retorque avec un communiqué qualifiant ces allégations de strict mensonge. Et puis le directeur général de la DGRAD a présidé un atelier technique ce jeudi avec les services d'assiette, a réuni dans l'une des salles du centre Béthanie. Il était question pour ces agents de l'État d'évaluer les stratégies mises en place au premier trimestre dans le cadre de la mobilisation des recettes non fiscales. Nous sommes au centre Béthanie dans la commune de Lagombe, précisément à Kinshasa. Il s'agit d'un atelier technique des agents des services d'assiette autour du directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD en sigle. Donc il y a des investissements dans les secteurs, certainement, vous allez aborder des agréments. Cet atelier avait pour objectif d'évaluer la mobilisation des recettes non fiscales de l'État au premier trimestre 2022 et les priorités pour l'atteinte des assignations budgétaires, explique Jean-Parfait Ntabala. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'évaluation, d'abord du premier trimestre, en attendant que celui qui est en cours s'achève pour passer encore à une évaluation. Donc nous sommes venus voir ensemble, se regarder dans les yeux, pour voir si les stratégies que nous avions arrêtées en début d'exercice ont été suivies et que ça portait des fruits. Sur les 2935 milliards, au premier trimestre, les recettes qui ont été réalisées étaient de 808 milliards à fin mars 2022 sur des assignations de 634 milliards. Rappelons que la DGRAD a mobilisé plus de 120% des recettes au premier trimestre. Occasion pour son directeur général d'inviter ses services à fournir beaucoup d'efforts pour faire plus de recettes. Et puis l'autorité de régulation des marchés publics totalise 12 ans d'existence ce 2 juin. Une journée porte ouverte a été organisée ce jeudi au siège de cet établissement public. L'ARMP a entre autres pour mission d'assurer la régulation du système de passation de marchés publics en RDC. Christian Kalonji signe ce reportage. Selon le président du conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics, qui a rendu un hommage digne au chef de l'État, cette célébration est une occasion de faire un état des lieux de l'ARMP en vue d'améliorer sa marche. Je suis particulièrement reconnaissant de vous accueillir, mais aussi d'ouvrir une porte, d'ouvrir une page, afin que réellement cette célébration
soit plutôt une opportunité pour nous de rendre compte par rapport à la mission que nous avons reçue, afin que nous puissions améliorer réellement le système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Que ce message soit réellement une occasion, encore une fois, que chaque membre de l'ARMP, chaque agent, chaque cadre de l'ARMP, chaque mandataire de l'ARMP puisse se regarder et dire 12 ans après, qu'avons-nous fait? Pour sa part, le directeur de la régulation à l'ARMP, qui est revenu sur les multiples réalisations de cet établissement, parle d'un bilan très positif. Le bilan est élogieux. L'ARMP a réalisé beaucoup de choses ici dans ce pays. Nous avons formé tous les acteurs de la commande publique, au niveau central et au niveau provincial. On a formé les acteurs du secteur privé. On a formé les acteurs de la société civile. Et tout ça pour faire des marchés publics une culture dans notre pays. Cette journée porte ouverte a été ponctuée par une visite guidée dans différents services pour permettre aux invités de mieux cerner le fonctionnement de l'ARMP. Notons que c'est depuis le 2 juin 2010 que l'autorité de régulation des marchés publics existe. Sa mission est d'assurer la régulation du système des passations des marchés publics en République démocratique du Congo. Conflit RDC-Rwanda, les voix continuent de se lever pour dire non à cette énième provocation des Rwandais. La dernière en date est celle de la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC qui exige la publication des accords signés avec le Rwanda et l'Ouganda. Lisanga Bonganga, coordonnateur national de ce mouvement politique, invite le peuple congolais à participer massivement à la marche de ce vendredi 3 juin 2022. Quinois et Quinois, mobilisons-nous massivement ce vendredi 3 juin 2022 à partir de 8 h du matin pour une marche pacifique et populaire afin de dénoncer la énième agression armée de notre pays par le Rwanda, dont la volonté de balkanisation de la RDC n'est plus à démontrer. La DISOC et la CCD vont marcher avec toutes les forces sociales et politiques de la nation regroupées au sein du bloc patriotique pour soutenir nos forces armées et exiger la publication illico presto de tous les accords signés entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, spécialement sur les volets militaires et sécuritaires, ainsi que ceux signés à Nairobi au Kenya. La DISOC et la CCD sont convaincus que les désordres observés dans le fonctionnement des institutions dans notre pays, principalement au Parlement, et les signatures intempestives des accords et autres contrats aux contours flous qui ne rapportent rien au pays, mais bénéficient plutôt aux individus, résultent de l'absence d'un leadership éclairé, clairvoyant et exemplaire au sommet de l'État. Et puis, le parti politique Nogeko est monté au créneau pour fustiger le comportement du Rwanda qui vient en soutien au M23 dans ses attaques contre les positions des FARDC. Il en a profité pour exprimer son soutien indéfectible au gouvernement congolais et aux forces loyalistes. C'est avec regret que nous avons appris depuis quelques jours que l'est de notre pays, plus précisément dans la province du Nord Kivu, qu'un groupe d'agresseurs dénommé M23 soutenu par le Rwanda a créé plusieurs frustrations et désolations au sein de la population congolaise en général. De ces faits, la Nogeko condamne avec fermeté ces actes de barbarie et terroristes de la part des ennemis du peuple congolais et de la paix. Elle condamne avec rigueur tout comportement de traîtrise et complotation de certains de nos compatriotes. Par ailleurs, la nouvelle génération consciente, Nogeko en sigle, à travers son autorité morale, le camarade Fabrice Lokenke Isapembe, soutient de manière indéfectible les institutions de la République, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, dans ses efforts de pacifier et de sécuriser l'intégralité du territoire national. Nous soutenons sans relâche le combat de nos vaillants soldats FARDC engagés au front contre les agresseurs de notre pays. Nogeko en sigle
recommande au gouvernement de la République de faire respecter l'engagement pris par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre de l'accord de Nairobi, d'abroger avec effet immédiat l'arrêté ministériel ayant reconnu les statuts des partis politiques au mouvement M23 et l'interdiction stricte et formelle de son exercice sur l'étendue du territoire national, d'alourdir les conditions de migration et de sécurité avec le Rwanda. Ainsi, la NOGECO invite l'Union africaine et la communauté internationale à soutenir les efforts du gouvernement de la RDC dans la quête de la paix. Et à la tête d'une forte délégation, le gouverneur ad interim du Lualaba séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga depuis mercredi. Dans la suite d'Antoinette Samba, ministre des Mines, Marie-Thérèse Masuka Saini devra exposer sur les potentialités minières et énergétiques de sa province et leur impact sur ses administrés et sur l'environnement. Ces assises réunissant les opérateurs miniers du Congo-Kinshasa viennent d'être lancées mercredi 1er juin 2022 au Pullman Grand Caravé Hotel de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Plusieurs entreprises de différents secteurs exposent leurs produits jusqu'au vendredi 9 juin 2022. À ce grand rendez-vous des investisseurs miniers de la planète, on dénombre plus de 750 délégués, environ 4000 participants et 2000 sponsors. Pendant 3 jours, ils vont échanger autour du thème « Collaboration et synergie pour un secteur minier prospère et durable en RDC ». Parmi les participants, on compte également des représentants du gouvernement, des experts internationaux du secteur minier et des hommes d'affaires de renom dont l'objectif est de maximiser le potentiel minier en RDC. Le Lualaba, la province la plus riche en minerais de la RDC, est valablement représentée par sa gouverneure. Marie-Thérèse Masuka Saini conduit une forte délégation constituée entre autres de ses nouveaux ministres de mines, de l'environnement, de l'énergie et de l'économie. La première journée a été marquée par le discours inaugural du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières et le discours de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui a présenté les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais dans plusieurs filières, notamment la cupro-cobaltifère, avec comme ressources estimées pour le cuivre à plus ou moins 75 millions de tonnes, le cobalt à plus ou moins 6 millions de tonnes. La République démocratique du Congo est aujourd'hui préoccupée à développer la chaîne de valeur de ces minerais qui lui permettra de fabriquer localement des batteries électriques et divers autres produits de haute technologie. Pour des raisons sanitaires dues à la pandémie du coronavirus, l'édition précédente de ces assises s'est tenue par visioconférence. Pour cette année, tout est revenu presque à la normale, mais dans le respect strict des mesures barrières. Dans le Grand Katanga, toujours l'archevêque de l'Église catholique libre d'Afrique a effectué une visite pastorale à Malembankulu dans le Olomami. Sur place, Monseigneur Jérôme Mouilamboué Simba a annoncé la poursuite des travaux de la grande cathédrale et d'autres paroisses. Il fallait parcourir plus de 650 km de Lubumbashi à Malembankulu du 26 au 31 mai 2022. Un déplacement pas du tout facile pour Monseigneur Jérôme Mouilamboué Simba, archevêque de l'Église catholique libre d'Afrique dans le Grand Katanga. Le village Mukanga a été le premier à lui réserver un accueil chaleureux. Puis, à bord d'une pirogue motorisée, Monseigneur Jérôme a traversé les lacs Zibango et les fleuves Congo pour atteindre le chef-lieu du territoire de Malembankulu, dans la province du Olomami, où une foule nombreuse tout en liesse l'attendait et qui l'a même accompagné jusqu'à la cathédrale Sainte-Philomène en pleine construction. Le dimanche ayant suivi son arrivée a été consacré à une double célébration, l'ascension de Jésus-Christ et la clôture du mois marial, marquée par une longue procession. Au cours de cette messe co-célébrée avec l'archevêque de Sakania, Pierre Kaboulou, 3 sacrements ont eu lieu: les baptêmes, la communion et la confirmation. L'archevêque Jérôme Mouilamboué Simba a annoncé la poursuite des travaux de construction de cette cathédrale et de la paroisse Sainte-Thérèse de Kalukuta à Mukanga, où une autre messe a été dite. L'achat de la parcelle pour la construction de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Mwanzanseya a été aussi concrétisé. Plusieurs prêtres et fidèles ont pris part à ces célébrations eucharistiques et ont offert des présents à l'archevêque en signe d'encouragement dans cette œuvre du Créateur.
Et en santé, la problématique de l'accessibilité de l'oxygène médical en RDC sera bientôt résolue, ce grâce à l'appui et l'accompagnement de la fondation Clinton Hill Access Initiative à travers son projet d'installation de 2 usines de production d'oxygène médical. Le sujet a été au centre d'un échange entre la vice-ministre de la Santé publique et la fondation. Sauver des vies est l'une des priorités majeures de la fondation Clinton Health Access Initiative. C'est à ce juste titre qu'elle a décidé d'apporter son soutien et son accompagnement à l'amélioration du système de santé de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'accessibilité équitable de l'oxygène médical. Les petites usines de fabrication d'oxygène n'est pas vraiment la solution pour la RDC. Nous devons fabriquer des grandes usines d'oxygène liquide. Et là, nous savons que l'USAID a fait un grand travail déjà en appuyant cette vision et notre fondation a finalisé pratiquement les discussions pour commencer des usines de fabrication d'oxygène liquide qui est un grand investissement et on n'en a pas encore à RDC. Les provinces du Congo central et du Kasaï oriental sont celles qui vont bénéficier en premier de cette série d'ouvrages. Les usines de fabrication d'oxygène de Mbujimai et du Congo central seront remises à son excellence dans les jours prochains, tandis que l'usine de fabrication d'oxygène liquide, il y aura quelques petites discussions techniques puisque les grandes discussions stratégiques ont déjà été bouclées pour voir maintenant comment commencer les travaux. Souhaitée dans toutes les provinces du pays, l'initiative de la fondation Clinton Health Access Initiative, vivement saluée par la ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, va permettre à la République démocratique du Congo de résoudre l'épineux problème d'accessibilité équitable à l'oxygénothérapie. Ouvrons ce dossier Maniema où 18 députés provinciaux du Maniema ayant porté leur choix sur le ticket Uber, Kindanda, Kishabongo et Chouma Yafali Bernard fustigent la décision du Conseil d'État ayant annulé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province. Ils l'ont dit dans une déclaration faite ce jeudi à Kindu. Ils demandent au Conseil d'État de revenir sur sa décision en corrigeant les erreurs matérielles contenues. Dans leur déclaration tenue ce jeudi 2 juin 2022 à Kindu, à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Maniema, devant une foule immense de la population, ces 18 députés provinciaux ayant porté leur choix sur les tickets Uber, Kindanda, Kishabongo et Chouma Yafali Bernard dénoncent avec véhémence cet arrêt qualifié d'unique à son genre, rendu par le Conseil d'État le 31 mai 2022, et fustige les irrégularités contenues dans cette décision judiciaire. La position d'une justice à double vitesse prise par le Conseil d'État en rapport avec le suffrage exprimé par l'honorable Amadi Lubenga Jean-Pierre, alors que pour le même fait, le même juge du Conseil d'État a procédé à l'annulation du seul vote considéré comme irrégulier dans la province de la Chope et non à l'annulation de l'ensemble du scrutin comme c'est le cas au Maniema. Dans son prononcé, le juge fait mention à un deuxième tour d'élection des gouverneurs au Maniema pendant qu'il n'y a eu qu'un seul et ayant consacré l'élection du ticket Kishabongo Radjabou Kindanda Iber par une majorité écrasante et sans appel. 4. Le même juge a fait notamment mention des dépassements des quorums et ou d'effectifs des députés provinciaux jusqu'à doter le Maniema de 24 députés provinciaux alors qu'il n'a que 22. Et pendant ce temps, les filles et fils du Maniema résidant à Kinshasa protestent avec la dernière énergie l'annulation par le Conseil d'État de l'élection du gouverneur Hubert Kindanda Kishabongo. C'était à l'occasion d'un sit-in organisé devant le palais de la justice. Maniema n'est pas à vendre, disent-ils. Ces ressortissants du Maniema n'admettent pas que Hubert Kindanda Kishabongo, qui a été élu dans la plus grande transparence avec 18 voix sur 22 votants, soit invalidé sans une raison valable de la part du Conseil d'État siégeant en matière du contentieux électoral. Pour ces ressortissants du Maniema, la province ne doit pas être dirigée par défi. Voilà pourquoi ils s'alignent derrière Kishabongo, qui dispose des atouts capables de fédérer toute la communauté du Maniema et booster les développements de la province. Quelqu'un qui est élu par 18 députés sur le 22 comprenait que c'est la voix du Maniema, c'est
c'est le peuple de la province qui se sont exprimés à travers leurs représentants. Nous sommes attachés à notre province et on se dit à chaque fois que nous pensons qu'il y a un digne fils de la province qui peut aller dans le sens de développer la province, il a notre soutien. De la République à lui prôner l'état de droit. Le chef de l'État a promis l'état de droit sur tous ses plans, mais ce que nous vivons aujourd'hui est inacceptable. Nous avons l'impression que beaucoup de juges sont manipulés et il y a des gens qui veulent à tout prix vendre la province du Maniema pour leurs propres intérêts. L'honorable Kisha Bongo était élu avec 18 voix sur 22, mais on veut par tous les moyens faire élire une autre personne. Nous, les enfants du Maniema, résidant à Kinshasa, nous dénonçons cet amalgame et nous interpellons le président de la République en tant que garant de la nation. Après ces plusieurs années passées à la tête de l'Assemblée provinciale, Hubert Kindanda Kisha Bongo connaît bien les problèmes de la province. Autre contestation, c'est avec la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation Maniema. Pour elle, la décision de cette juridiction est une justice à double vitesse. La coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation au Maniema l'a dit dans une déclaration à l'issue d'une matinée politique organisée à Kindu. Prenons acte de l'arrêt rendu par le Conseil d'État en date du 31 mai 2022. Toutefois, fustigeons certaines irrégularités ayant émaillé cette décision judiciaire. La position prise par le Conseil d'État en rapport avec les suffrages exprimés par l'honorable deux poids, deux mesures, c'est une justice à double vitesse. En 6, il a été constaté l'absence de l'expédition pour appel, en dépit de quoi le juge s'est déclaré régulièrement saisi et pourtant le ministère public, dans son avis, a relevé l'absence de ces documents dans l'inventaire des pièces, ce qui constitue une violation du Code congolais de procédure civile. Dans son prononcé, le juge a évoqué le nombre de 25 députés provinciaux pour l'Assemblée provinciale du Maniema et d'un deuxième tour, choses qui n'ont jamais existé au Maniema. En tout état de cause, nous réitérons notre confiance à ce même juge de la très haute juridiction administrative pour qu'il puisse se raviser et dire les vrais droits. Nous sollicitons également l'arbitrage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer pour que justice soit faite, comme ce fut le cas aux législatives nationales en 2019 lors de la correction des erreurs matérielles. En dehors du pays, on parle de la signature ce jeudi au siège du Parlement fédéral belge de l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la RDC. Modesto Bahati, président du Sénat à la tête d'une forte délégation, a été chaleureusement accueilli par la présidente de la Chambre des représentants belges et d'autres parlementaires. Pour le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, la signature de cet accord de coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo à travers les deux parlements ouvre une nouvelle ère dans le cheminement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Un accord qui augure, selon Modeste Batilukwebo, d'importantes opportunités pour les deux parlements. Il a ajouté que cet accord permettra de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et sénateurs et de l'ensemble du personnel technique de chambres de deux parlements respectifs, tout en consolidant les liens d'amitié pour des échanges interparlementaires basés sur un dialogue permanent pouvant aborder sans tabou toute matière d'intérêt commun pour les deux pays. L'hôte du Parlement fédéral belge annonce que cette coopération sera concrétisée, entre autres, par des missions officielles ou des visites de travail des présidents et des bureaux, des assemblées, des parlementaires et des fonctionnaires, des membres du gouvernement, des missions d'études pour les parlementaires, des stages de perfectionnement et des bourses d'études, des missions d'échange d'expériences et de formation. Des missions économiques, politiques et privées font partie intégrante de cette coopération, a-t-il souligné. Juste après la signature de l'accord de coopération interparlementaire, Modeste Batilukwebo a été l'invité d'honneur à la plénière de deux chambres du Parlement fédéral belge où il a été très applaudi par ses homologues du Royaume.
de Belgique. Et puis l'ancien ministre de la Défense, le professeur Aimé Ngoï Moukena, a été porté en terre ce jeudi à Lubumbashi. L'homme aura été un homme d'État, plusieurs fois député, ministre de la Défense, des hydrocarbures, professeur d'université, mais aussi pasteur. L'on retiendra de lui qu'il a été auteur de la cartographie des blocs pétroliers en République démocratique du Congo. Son portrait avec Jacob Simbi. Né à Lubumbashi le 28 avril 1954, Aimé Ngoï Moukena, Loussa-Diessé, est originaire de la province du Haut-Lomami, en territoire de Malemba-Nkulu. Il a fait ses études primaires à l'épée méthodiste en 1966 et secondaires moyennes à Manono, qu'il finit en 1976 après avoir été quelques années moniteur dans diverses écoles, du Katanga à l'Institut Shabana de Kabinda. Gradué en linguistique africaine à l'ISP Lubumbashi en 1980, en 1982, il travaille à l'EGECAMINE. En 1991, il décroche une licence en philosophie à l'université de Lubumbashi, puis il obtient une bourse pour la Suisse par l'intermédiaire de l'église pentecôtiste dont il est pasteur. Il obtient un doctorat en philosophie politique en 1999 à l'université de Lausanne. Membre de l'AFDEL suisse en 1997, il préside la section suisse du mouvement. En juillet 2000, il est nommé député à l'ACLPT et ensuite PDG de la RVA. Il est nommé gouverneur de la province du Katanga le 19 novembre 2001 et s'est fait remarquer par les efforts pour inféoder les milices Maï-Maï du Nord Katanga. Il est élu député national en juillet 2006 sur la liste PPRD dans les territoires de Malemba. En 2011, il est nommé membre du conseil d'administration de la SCNN. Il entre dans l'exécutif national en décembre 2014 comme ministre de la Défense nationale et ancien combattant dans le gouvernement Matata. Il est ensuite nommé ministre national des hydrocarbures en 2015, poste qu'il maintient sous le gouvernement Matata, Badibanga et Chibala jusqu'en 2019. Il est élu député national et provincial en 2018. Il est ensuite reconduit au ministère de la Défense nationale dans le gouvernement Ilunkamba jusqu'en 2021. En octobre 2021, il obtient les brevets des formations d'études, des stratégies et de défense. Il enseignait jusque-là la philosophie politique à l'université de Lubumbashi et auteur de plusieurs ouvrages. Que son âme repose en paix. Et à présent, on prend ce communiqué de la SENSAP. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Le dossier à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, SIS,
au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Révocation des 4 officiers supérieurs des FARDC reprochés d'être de mèche avec l'ennemi de la paix dans l'est du pays. C'est sur ordonnance lue sur les antennes de la chaîne nationale que le chef de l'État a pris cette décision. Loi électorale, la commission PAJ a semblé vouloir remettre en question l'option de la suppression du seuil de représentativité au profit du seuil de recevabilité. Vous avez suivi l'analyse de Télé 50. Et puis le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, convie tous les professionnels des médias à une grande rencontre ce samedi à 10h à la salle polyvalente Cercle de développement solidaire à Cabinda. Objectif, faire un état de lieu général de la presse de la capitale. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé. À très bientôt. L'actualité reste inconnue. Nous, honorables députés provinciaux du Maniema, membres de l'Union sacrée de la Nation, fidèles au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, respectueux des institutions de la République et des principes sacro-saints de séparation de pouvoir, agissant au nom et pour le compte de la population du Maniema, qui nous a mandaté à l'Assemblée provinciale de la province portant le même nom. Après avoir suivi par la voix des ondes le prononcé du 31 mai 2022 des différents qui opposaient certains candidats gouverneurs et vice-gouverneurs malheureux à l'élection du 6 mai dernier contre la décision de la Cour d'appel du Maniema qui a confirmé la décision de la CENI portant publication des résultats provisoires de la dite élection. Saluant cette sage décision du Conseil d'État, ce qui constitue la preuve éloquente de l'existence de l'État de droit en République démocratique du Congo, nous référons aux dispositions de l'article 151, alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, qui stipule ce qui suit. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Saisissons cette opportunité pour réitérer notre soutien indéfectible au président de la République, le magistrat suprême, pour l'état de droit qui constitue son cheval de bataille. Pour la même occasion, nous félicitons le haut juge du Conseil d'État pour avoir dit droit et rencontrer la volonté de la population du Maniema qui promet de voter massivement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Beton, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État aux élections qui pointent à l'horizon. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'État de droit, que vive à jamais le président de la République, Fachi Beton, l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation.